sera avec nous sur Télé 50. Il était encore devant la presse ce lundi. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a répondu aux questions de la presse, tant nationale qu'internationale. Le ministre de la Communication et Médias est revenu sur 3 sujets majeurs. Le récent séjour du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à Kinshasa, le plan stratégique de développement de la République démocratique du Congo, ainsi que les attaques contre l'indépendance de la justice congolaise. Suivez. La mission principale du secrétaire général de l'ONU en RDC était la conférence sur les investissements du secteur privé. S'agissant de la politique discriminatoire et diffamatoire à l'endroit des contingents congolais déployés dans la mission onusienne en Centrafrique, Lambert Mende s'aligne sur la position de Ban Ki-moon. Ban Ki-moon n'a pas formulé les accusations quant au comportement des troupes congolaises sur lesquelles certains médias périphériques s'étaient livrés à des commentaires lourds, infamants, contre notre contingent en République centrafricaine. Mieux, M. Ban Ki-moon a remercié la République démocratique du Congo pour sa contribution à la paix en République centrafricaine, dans le cadre de la MISCA d'abord, puis de la MINUSCA. Et il a exprimé le souhait de continuer à travailler en étroite collaboration avec l'armée congolaise. Au lendemain de sa publication, le plan stratégique de développement de la République s'est attiré des interprétations erronées. Il faut recadrer les choses. Le développement autocentré d'un pays ne s'accommode pas des improvisations. Le développement d'un pays doit, au contraire, s'inscrire dans un cheminement linéaire qui transcende les mandats politiques des dirigeants, qui transcende même les générations. Autre point à aborder, c'est celui de la justice congolaise qui fait face aux interférences étrangères. Le fait est totalement inhabituel. Le fait est inacceptable, car il viole délibérément l'un des fondamentaux des relations internationales. En effet, ceci révèle un mépris profond à l'égard de la Constitution et des lois congolaises, qui consacrent l'indépendance des institutions judiciaires, indépendance vis-à-vis du gouvernement congolais, indépendance vis-à-vis des autres gouvernements étrangers et indépendance, a fortiori, vis-à-vis du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Avant de terminer, Lambert Mende déplore le traitement des informations du pays par les médias étrangers. En tête des listes, RFI. Point où certains confrères n'ont pas pu avoir la chance. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces. La Commission électorale nationale indépendante a publié dimanche dans la nuit la liste provisoire des candidats à ce scrutin. Sur 135 candidatures reçues au départ, seuls 97 dossiers ont été délibérés. Finalement, c'est 76 candidatures qui ont été déclarées recevables. La CENI a pris en compte la demande de la majorité présidentielle au sujet des candidatures de ses membres qui avaient postulé contre la volonté de cette plateforme. Il aura fallu attendre jusqu'aux premières heures de ce lundi 29 février 2016 pour accéder enfin aux listes des candidats recevables et irrecevables au poste de gouverneur et vice-gouverneur des nouvelles provinces nées du démembrement. Selon Jean-Pierre Kalamba, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, 97 dossiers des candidatures ont été reçus, 21 ont été déclarés irrecevables. Il a fait savoir que plusieurs raisons ont conduit la CENI à déclarer ces dossiers des candidatures irrecevables. À la fin de la période de dépôt des candidatures, 135 dossiers ont été réceptionnés par les différents bureaux de réception et de traitement des candidatures. Un total de 97 dossiers ont été retenus et soumis à la délibération de l'Assemblée plénière. À la suite de cette délibération, 76 dossiers ont été déclarés recevables. 21 dossiers ont été déclarés irrecevables. Le rapporteur de la CENI explique également que certains candidats ont déposé des dossiers en concurrence avec ceux émanant de la majorité présidentielle, dont ils sont pourtant membres. La majorité présidentielle avait demandé le retrait des candidatures de certains de ses membres et l'accusé ces candidats d'indiscipline pour n'avoir pas reçu le quitus avant de postuler. Étant entendu, par ailleurs,
que l'appartenance des candidats concernés au regroupement précité est avérée. Et sur cette base, ils ne peuvent se présenter en candidats indépendants contre la liste déposée par les 10 regroupements dans l'une des 21 circonscriptions concernées. Les candidats à cette élection de gouverneurs et vice-gouverneurs disposent de 2 jours, soit du 1er au 2 mars, pour déposer un recours devant les cours d'appel. Autre sujet dans l'actualité, le Premier ministre a tenu une séance de travail ce lundi avec les représentants des services mobilisateurs de recettes, conduits par le ministre des Finances. Il était question de sensibiliser les régies financières à pouvoir fournir encore d'efforts dans la mobilisation de recettes. C'était également pour attirer leur attention sur les déficits budgétaires qui traversent certains pays africains. Il a été remarqué que du côté des régies financières, les efforts attendus ne sont pas atteints. Et donc, il va se tenir une réunion urgente autour de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour appeler une fois de plus à leur responsabilité les dirigeants des régies financières. Ce qui justifie d'ailleurs la présence à la primature de ces différents représentants des régies financières. Autour du Premier ministre, ces acteurs sont directement concernés par cette question liée à la mobilisation des recettes. Des explications ne manquent pas ici. Au regard de ce contexte, nous devons pouvoir prendre des dispositions pour mobiliser plus de recettes pour pouvoir compenser les pertes inhérentes à la situation économique internationale liée notamment à la baisse des cours des principales matières premières d'exportation de notre pays. Les régies financières ne sont pas les seules concernées. Sur la liste, il y a aussi des entreprises d'État et d'autres transformées en sociétés commerciales et établissements publics. Nous sommes là, nous avons été suffisamment sensibilisés pour proposer des mesures urgentes. Au cours de la Troïka de ce lundi 29 février, il a été rappelé que les régies financières ont un devoir de redevabilité. Les dividendes doivent être payés au trésor public ainsi que les excédents réalisés conformément à la loi des finances publiques. Le budget de l'État attend donc beaucoup de ces entreprises. La Commission nationale des droits de l'homme a signé un partenariat ce lundi avec l'Institut français. Ce partenariat porte sur la promotion des droits de l'homme, le renforcement des capacités des accompagnateurs de la CNDH ainsi que la vulgarisation de ses activités. L'Institut veut être le canal par lequel la population congolaise devra s'informer sur cette institution d'appui à la démocratie. Ce poignet de main entre Mwamba Mouchikonke et Philippe Lariot vient de sceller un partenariat entre la CNDH et l'Institut français. Créée le 29 mars 2013, après le sommet de la francophonie en RDC, cette structure indépendante a entre autres la mission la promotion des droits de l'homme par le renforcement des capacités et la visibilité de la CNDH, le soutien aux échanges de compétences, l'organisation des manifestations, le partage d'outils et de stratégies et la valorisation des expériences réussies en France et en RDC. Dans cette optique, l'Institut français se veut être le partenaire idéal. Ce que nous avons voulu faire, c'est offrir notre réseau d'instituts, puisqu'on en a quand même maintenant 3, bientôt 4. Donc nous avons toute une série d'instituts, des infrastructures qui permettent à la CNDH d'avoir des facilités pour disposer d'un forum pour communiquer sur ses activités et pour faire les actions de plaidoyer en faveur de la promotion et de la défense des droits de l'homme. Une initiative saluée par tous. Les activités de la CNDH et puis les activités des autres structures aussi qui travaillent en collaboration avec la CNDH, c'est bien que ces activités-là soient connues vis-à-vis de notre population. Avec une nation comme la France, qui est vraiment une nation aguerrie, sur laquelle prend les racines de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je pense que c'est une bonne affaire, ça nous encourage. La population congolaise basée dans les coins et recoins de la RDC sera désormais plus vulgarisée sur le droit de l'homme pour un partenariat sans complaisance entre les deux parties.
Également dans l'actualité, lancement ce lundi à Kinshasa de la campagne porte ouverte à la Société nationale d'électricité 5 jours durant. La clientèle de la SNEL de 24 communes de Kinshasa sera reçue pour présenter les doléances, donner des orientations, mais également s'imprégner des différents problèmes auxquels fait face l'entreprise. Pour le directeur général de la SNEL, Eric Mbala, c'est aussi l'occasion d'améliorer la relation avec la clientèle. Loin de ses installations et bureaux, c'est à la place des évolués à la Gombe que la Société nationale d'électricité lance cette campagne porte ouverte. Question pour l'entreprise d'expliquer à la clientèle les problèmes auxquels elle fait face. Si la SNEL est notre société, la SNEL doit nous donner ce que nous attendons de lui. Une initiative qui vise également l'amélioration des relations avec la clientèle. Les problèmes sont légion, surtout avec la réhabilitation des machines au niveau du site d'Inga qui ne dessert la population qu'à 15% actuellement. Nous voulons nous rapprocher de la clientèle. Il va poser des questions sur la facture, il va poser la question sur le délestage, il va poser des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas à Inga? Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quand est-ce qu'on peut avoir des solutions? La population, pour qui vivre dans le noir fait quasiment partie de son quotidien, insécurisant même sa vie, ne jure que sur la performance de la SNEL. Si on peut aussi revenir avec le système de compteurs, parce que ce système nous permet au moins de connaître qui est en train d'utiliser quoi en électricité et combien il devait payer. Le potentiel énergétique de la RDC est constitué d'importantes ressources hydroélectriques estimées à plus de 100 000 MW, dont seuls 2% est exploité à ce jour. Des efforts sont consentis par les ingénieurs SNEL avec l'expertise internationale et la Société nationale d'électricité appelle au respect de la consommation de l'énergie et la population à collaborer pour lutter contre le vol de câbles électriques. Vous vous souviendrez que la semaine passée, nous vous avions annoncé la signature historique d'un protocole d'accord entre la Commission de l'Union africaine et l'Union panafricaine de la jeunesse que dirige Francine Muyumba, au-delà de son objectif qui vise la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes et la création de l'emploi. Ce document contient aussi de la matière au profit de la jeunesse. Ici, nous vous proposons l'intégralité du contenu de ce document. La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba et son équipe viennent de relever un autre défi. Il s'agit de la signature d'un protocole d'accord historique entre l'Union panafricaine de la jeunesse et la Commission de l'Union africaine ce vendredi 26 février 2016 à Addis Abeba en Éthiopie, au siège de l'Union africaine. Après une année de négociations avec la CEIA, chose qu'attendait toute la jeunesse africaine après les congrès de l'UPJ en 2014 en Afrique du Sud. Cette négociation bien définie du travail accompagnée d'un plan d'action contenant des projets et des activités. L'objectif principal de ces protocoles d'accord est de promouvoir les droits et la participation effective de jeunes Africains dans les affaires et le développement du continent. La présidente de l'UPJ a remercié en premier lieu la présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, pour avoir accepté et autorisé la signature de ces protocoles d'accord. Cela montre l'importance qu'accorde l'Union africaine à la jeunesse du continent. Elle a également remercié les commissaires des ressources humaines, sciences et technologies, Dr Martial Depaul, pour son implication jusqu'à la signature de ces protocoles. Elle a aussi félicité son équipe pour le travail abattu et du lobbying de haut niveau pour obtenir ces protocoles qui donnent le plein pouvoir à l'UPJ et l'espoir à la jeunesse du continent. Étaient présents à cette cérémonie son secrétaire général Souleymane Sidibé et 3 secrétaires généraux adjoints. Parmi les grandes lignes de ces protocoles d'accord et son plan d'action se trouve la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, ainsi que la mobilisation conjointe des ressources par l'UPJ et la CEIA pour la réalisation des objectifs fixés dans ces protocoles. Dans le cadre des activités du plan d'action, la priorité est donnée au 10e anniversaire de la Charte africaine de la jeunesse qui sera organisée à Banjul, en Gambie, et connaîtra également un grand sommet des jeunes africains pour l'évaluation des réalisations de cette charte par les États membres de l'Union africaine. La jeunesse africaine formulera des recommandations sur toutes les questions qui affectent les jeunes du continent et autres problèmes que connaît le continent en ces jours. À ces grands sommets des jeunes africains qui se tiendra au mois de mai 2016 en Gambie. Plus de tapage nocturne, encore moins d'urnes dans la ville de Kinshasa, sinon
La police est là pour maintenir l'ordre public et mettre hors d'état de nuire toute personne malveillante. Tels sont les points développés dans une parade organisée ce lundi au camp Kabila, dans la commune de Lemba, pour féliciter la police pour le travail abattu depuis le début de l'année 2016. Célestin Kanyama et ses troupes se disent déterminés pour combattre la production sonore dans la ville. Cette parade concerne tous les cadres et agents des brigades d'intervention rapide de la ville de Kinshasa.